Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, vous nous faites l'honneur de nous rendre visite pour parler de l'emploi et plus particulièrement de toutes les initiatives que nous devons porter ensemble, décideurs politiques et décideurs économiques, pour gagner la bataille de l'emploi et du développement économique. En représentant les chambres de commerce et d'industrie dans l'animation de cette table ronde, vous nous permettez de représenter l'ensemble des entrepreneurs lorrains. Comme vous le savez, nous construisons un véritable projet de développement économique régional dans le cadre de la réforme que vous avez souhaitée. Et dans ce vaste chantier, nous tenions à vous dire que la formation et l'emploi sont au cœur de nos engagements. Chaque année, nous formons 17 000 collaborateurs avec 3 000 jeunes en alternance et 2 000 demandeurs d'emploi. Nous visitons actuellement 500 entreprises lorraines pour leur présenter les différentes solutions et opportunités de l'emploi pour les seniors. Et enfin, nous formons au sein de l'école de la deuxième chance 1 500 jeunes par an avec un taux de réinsertion de 70% à 3 ans. C'est donc un ensemble d'actions qui vont directement dans la droite ligne de ce que vous souhaitez. Alors après ces 3 années terribles pour nos PME, PMI et nos salariés, nous nous accrochons à tous les signaux faibles de reprise. Ce n'est pas encore mieux, mais c'est moins mal. Le niveau de chômage en Meurthe-et-Moselle fléchit à 9,4%, il rapproche la moyenne nationale. Les exportations sont en hausse, les permis de construire repartent à la hausse également. Et le Pôle emploi précisait ce matin que 40 000 intentions d'embauche cette année dans les PME, PMI lorraines étaient confirmées. L'optimisme refait donc un peu apparition. Nous avons la ferme intention de nous battre, plus que jamais en Lorraine, sur tous les fronts du développement économique. La fatalité n'existe pas et vous avez en face de vous des hommes et des femmes remplis de courage pour forcer notre destin. Vous jouez à guichet fermé, la salle est remplie, plus de 1 500 personnes vous accueillent aujourd'hui et merci de venir à cette rencontre. Merci de venir à cette rencontre et de partager nos préoccupations avec 5 personnes qui sont très émues. Mais avant de démarrer le débat, nous souhaiterions que vous puissiez nous donner quelques nouvelles sur le front de l'emploi, sur le front de la reprise économique et nous encourager. Monsieur le Président, merci. Merci à tous. Vous savez, j'ai l'occasion de faire 2 à 3 déplacements dans nos territoires par semaine. Et je constate un décalage complet entre ce dont on parle en général et les attentes de nos concitoyens. Ça ne m'étonne pas qu'un jour de semaine, vous soyez si nombreux, parce qu'on parle de l'emploi, on parle de la croissance, on parle de la place des seniors dans l'entreprise. Je suis sûr qu'on ne fera pas les gros titres. Mais je suis certain que c'est ça, ces sujets-là, dont les Français attendent que nous les prenions à bras-le-corps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 30 ans en France, et on a tous une part de responsabilité, gauche-droite confondue, il y a eu un consensus pour faire rentrer le plus tard possible les jeunes dans le marché du travail et pour faire sortir le plus tôt possible les seniors du marché du travail. C'était ça la réalité pendant 30 ans. C'est assez intéressant de voir qu'à la fin des années 90, 100 000 seniors partaient en pré-retraite chaque année. C'était bon pour les statistiques du chômage, mais c'était catastrophique pour la croissance et pour le financement de nos retraites. Catastrophique. La vérité, c'est que tout ceci participait d'une analyse économique fausse, mes chers compatriotes, fausse, qui est le partage du temps de travail, dont l'apothéose fut les 35 heures. Je m'explique. Ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, d'opposition ou de majorité. Les pays où la proportion de seniors est la plus élevée sont les pays où la proportion de jeunes en emploi est également la plus élevée. Je veux dire que c'est un mensonge de croire que quand on fait sortir de l'entreprise quelqu'un à 52, à 53 ou à 55 ans, on fait une place aux jeunes. C'est faux. On brise socialement quelqu'un qui voulait continuer à travailler en faisant ça. On fait perdre à l'entreprise la richesse extraordinaire que représente le savoir-faire du... Ça me fait trop drôle de parler de senior parce que comme j'ai 56 ans, je suis un super senior, moi.
je ne peux pas croire que des gens de mon âge, on leur dise il n'y a plus de place pour toi dans l'entreprise. Je n'accepte pas cela. Comprenez-moi, on parlera de la pénibilité. Il y a des tas de gens qui ont été usés par une vie de travail commencée trop tôt ou par un emploi trop dur. Mais quand vous permettez à un quinquat de continuer dans son travail, vous créez de la croissance. Le problème de la France, c'est pas qu'on a trop de gens au travail, c'est qu'on n'en a pas assez. Est-ce que je me fais comprendre? On a été le pays pendant des années qui avait le moins de quinquats en emploi et le plus de jeunes au chômage. Il est temps de se réveiller. Il faut dire la vérité aux Français. La France s'en sortira parce qu'on va travailler davantage, pas parce qu'on va travailler moins. Pas parce que les jeunes seront au chômage ou dans des faux emplois, et parce que les quinquats seront en pré-retraite à se demander qu'est-ce qu'ils font de leur vie. À se demander, en regardant leur famille, est-ce qu'ils ont encore une utilité sociale et économique dans la société? C'était une erreur calamiteuse. Comme l'affaire des 35 heures. Quand on a expliqué aux Français qu'on s'en sortirait mieux en travaillant moins, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plus de délocalisations, on a eu plus de chômeurs, on a eu moins de croissance, et les salaires n'ont pas augmenté. Voilà la réalité. D'ailleurs, ça me permet, je ne veux pas être trop bavard, je veux surtout répondre à vos questions, de vous dire une chose que je crois au plus profond de moi-même. C'est le chômage qui est une aliénation. Ce n'est pas le travail. Le travail est une émancipation. On s'émancipe par le travail. On se libère par le travail, parce qu'on peut faire vivre sa famille du fruit de son travail. C'est le chômage qui est le cancer. C'est l'absence d'utilité économique et sociale qui est un drame social. Et donc, plutôt que de dire le bonheur c'est 35 heures, le malheur c'est 36 heures, mais écoutez, travailler 40 heures quand on aime son travail, qu'on est bien payé, c'est pas fatigant. Et travailler 30 heures quand on est exploité, quand on n'aime pas son travail, c'est atroce. Donc la question n'est pas celle de la quantité, la question est celle de la qualité. De la qualité. D'ailleurs, vous-même, dans vos familles, y a-t-il quelqu'un qui dise à ses enfants, quand ça ne va pas à l'école ou à l'université, écoute, travaille moins, ça ira mieux. Cette idée curieuse. Et d'ailleurs, le thème de la justice, je le disais tout à l'heure aux ouvriers, la justice, je veux qu'on précise les choses. Trop facile de brandir des mots sans mettre de réalité. La justice, ce n'est pas une allocation en plus. Ce n'est pas de l'assistanat en plus. La justice, c'est que celui qui travaille dur ait la juste rémunération de son travail. Voilà. Et c'est ça la stratégie qu'on a, depuis 2007, essayé de poser. Loin de moi l'idée de dire, Monsieur le Président, que ça va bien, mais quand même, quand il y a quelques bonnes nouvelles, on ne va pas être les derniers à les bouder. C'est la première fois depuis 3 ans que le nombre des chômeurs baisse 3 mois consécutifs. 42 000 chômeurs en moins. Qu'est-ce qu'on m'aurait dit s'il y avait 42 000 chômeurs en plus? Les créations d'emplois, l'économie, les chefs d'entreprise, au premier trimestre de cette année, sur les 3 premiers mois, ont créé en solde 58 800 emplois, 60 000, sur un trimestre. Je ne dis pas qu'on est arrivé, Monsieur le Président, je dis que c'est un progrès. La croissance de la France, depuis 5 ans, c'est la plus forte hausse. L'économie française a fait une croissance de 1% au seul premier trimestre. L'acquis de croissance pour cette année, c'est 1,6. Dans le budget, avec François Fillon, nous avions indiqué qu'on ferait 2% de croissance en 2011. Tout le monde a dit « Oh là là, promesse de politique ». Au bout du premier trimestre, on est déjà à 1,6. Donc, il faut se battre. On n'y est pas encore. Le compte n'y est pas. Mais les premiers résultats arrivent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de fatalité. On peut y arriver si on travaille, si on investit, si on améliore la formation de nos jeunes, si on permet à aucun cas de rester dans l'entreprise, si on crée de la croissance, on va y arriver.
Juste un dernier mot, parce que j'y tiens énormément, et comme c'est un sujet qui a fait débat, je veux préciser les choses. Lorsqu'il y a eu à faire la réforme des retraites, ça a créé beaucoup de mauvaise humeur en France. Et c'est normal. D'ailleurs, si ça avait été facile de faire la réforme des retraites, elle aurait été faite bien avant moi. Ça a été difficile parce qu'on a expliqué aux gens que d'ici à 2018, ils allaient travailler 2 ans de plus. Écoutez, on a gagné 15 ans d'espérance de vie depuis 1950. Et c'est vrai, j'ai sans doute dans la salle, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, je respecte leur avis. Je n'ai pas voulu qu'on cède. Et nous n'avons pas cédé. Parce que c'était mon devoir de chef de l'État d'assurer à tous les Français que la retraite serait payée. Mais, je ne peux pas accepter, je ne serai pas fidèle à l'idée que je me fais de ma responsabilité, que quand il y a la crise, on demande aux salariés et aux ouvriers de serrer la ceinture, chômage partiel, chômage tout court, je vous le dis, Monsieur le Président, on leur a demandé ça. Il y a eu 500 000 chômeurs de plus pendant la crise. Les gens ont souffert horriblement de cela. Maintenant, la reprise arrive. Eh bien, je dis que ce qui est juste, c'est que ceux qui ont souffert pendant la crise profitent aussi de la reprise. Je dis c'est juste. Et je ne céderai pas là-dessus non plus. Et je demande donc, il y aura un texte qui sera soumis dans 10 jours par Xavier Bertrand au Conseil des ministres, dans les entreprises, on distribuera davantage de dividendes parce que les bénéfices seront augmentés cette année par rapport aux 2 années précédentes. Dans ces entreprises-là, les salariés seront associés à l'augmentation des bénéfices sous la forme d'une prime dont l'État exonérera de charges sociales jusqu'à 1 200 €. Alors on a dit « Ah ben c'est pour le pouvoir d'achat ». Oui, sans doute, mais c'est beaucoup plus important dans mon esprit que le seul pouvoir d'achat. C'est la question centrale, Monsieur Pélissier, à mes yeux, d'un meilleur partage de la valeur ajoutée, de la richesse dans l'entreprise. Quand une entreprise fait des bénéfices, le capital investi est pour quelque chose, mais les femmes et les hommes qui travaillent, ils y sont aussi pour quelque chose. Alors on me dit, on ne peut pas augmenter les salaires parce que ça pose un problème de compétitivité. On peut discuter. Mais qui osera me dire qu'on ne peut pas distribuer une prime pour mieux partager les dividendes versés entre les actionnaires et les salariés? Qui viendra m'expliquer qu'une entreprise est plus compétitive avec des salariés qui sont mécontents? Ou est-ce qu'elle est plus compétitive avec des salariés qui se sentent considérés, respectés, entendus dans leurs demandes légitimes? Est-ce que je me fais comprendre? Eh bien, je ne céderai pas plus que nous n'avons cédé, s'agissant de la réforme des retraites, sur le principe que les salariés et les ouvriers français, quand il y a reprise, ils doivent être associés aux fruits de la reprise. C'est une question de justice. Voilà. Et je vous assure que dans notre pays, le jour où on aura compris que quand tout le monde se sent respecté dans l'entreprise va mieux, on aura fait un pas de géant dans la compétitivité de la France. Respecter les seniors en leur permettant de continuer à travailler. Respecter les salariés en leur disant, quand il n'y a pas de bénéfices, qu'est-ce qu'on peut distribuer? Rien. Mais quand il y a plus de bénéfices, on vous en distribue à vous aussi, et pas simplement aux actionnaires. Que les actionnaires gagnent de l'argent, je suis très content, ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. Mais les salariés doivent y être associés aussi. Voilà. Bon, j'étais un peu long, mais j'espère que vous avez compris que c'est vraiment ce que je pense. Merci. Alors parlons justement de ces salariés. Vous avez beaucoup parlé des jeunes et des retraités dans votre propos liminaire. Je vous propose de donner la parole à 2 personnes qui vont témoigner et qui représentent justement ces 2 parties de nos effectifs et de nos collaborateurs, l'emploi des seniors et les contrats de professionnalisation pour les jeunes. Tout d'abord, je vais vous proposer d'écouter Madame Fabienne Dussapt, qui est directrice des ressources humaines dans une PME vosgienne, la menuiserie Guy Thiebaud. Depuis 2002, l'entreprise emploie 150 salariés et elle a passé en décembre 2009 un accord justement sur l'emploi des seniors.
Et puis ensuite, nous écouterons Jean-Pierre Taputet, qui lui est un jeune de 29 ans, qui a passé 5 ans dans l'armée avec un bac informatique, puis qui a complètement changé d'orientation et qui est aujourd'hui en formation par alternance chez Cegelec et qui souhaite obtenir un CDI. Et il est accompagné par son tuteur, Jean-Jacques Grassi, de 54 ans, qui l'accompagne au sein de l'entreprise. À travers ces deux témoignages, on aura une illustration de l'emploi des seniors et de l'emploi des jeunes. Madame Dussap. Monsieur le Président, bonjour. Effectivement, donc je suis là pour apporter le témoignage d'une PME qui a signé un accord d'entreprise en mi-décembre 2009 pour favoriser l'emploi des seniors dans l'entreprise. Les axes principaux dans lesquels cet accord s'est engagé est de valoriser les compétences et le savoir-faire des seniors et permettre un aménagement et une transition entre la vie professionnelle et la vie de retraité la plus favorable qui soit. Plus particulièrement, nous avons donc envisagé plusieurs mesures, notamment le maintien, voire le développement de l'activité des seniors dans notre société, puisque nous avons pris l'engagement de porter de 7,8% à 8% en 3 ans l'effectif de nos seniors de plus de 55 ans. Par ailleurs, pour justement transmettre le savoir, nous avons encouragé l'adhésion de nos salariés de plus de 50 ans à la fonction de tuteur, avec possibilité d'aménager leur temps de travail pour pouvoir exercer au mieux cette fonction, voire le versement d'une prime mensuelle de 150 € brut. Également l'accès et l'incitation des salariés de plus de 55 ans à accéder à tout système de formation et d'outils de gestion des ressources humaines tels le bilan de compétences, la VAE ou toute formation appropriée pour leur permettre d'être maintenus dans leur emploi eu égard aux évolutions des technologies ou de l'organisation, voire leur donner la possibilité de rebondir dans un autre métier, aussi bien dans notre société qu'ailleurs. Et enfin, la possibilité de mettre en place des accès à des entretiens de bilan de retraite, mais surtout également pour tenir compte de la pénibilité de certains postes, la possibilité de réduire leur temps de travail à hauteur de 90% pendant 2 ans, rémunérés sur la base d'un salaire à temps plein. Toutes ces mesures, évidemment, ont été négociées et ont été co-signées par nos délégués syndicaux en place dans l'entreprise. Malheureusement, aujourd'hui, on se heurte à une certaine difficulté pour faire vivre cet accord, pour une non-appétence de nos salariés par rapport à chacune de ces mesures, qui ne sont pas demandeurs, et je pense qu'ils n'ont pas réellement pris conscience qu'il fallait qu'ils soient également acteurs de ce type d'accord sur lesquels nous, employeurs, nous avons été amenés à travailler et à réfléchir, et que l'intérêt de tous, c'est que ces accords et ces mesures soient aussi relégués dans la pratique par les salariés. Donc je me permets de vous poser la question, comment faire pour amener les salariés à prendre conscience que l'emploi des seniors, c'est l'affaire de tous? Alors, question donc sur effectivement cette appétence des salariés à adhérer à ces projets seniors, à ces plans seniors, et puis sur l'entrée donc des jeunes dans la vie active. Bonjour Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Jean-Pierre Taputet. Je suis actuellement en contrat de professionnalisation avec Cegelec Thionville. Pourquoi j'ai choisi cette formation par alternance? Tout simplement parce que ça m'a permis de mettre déjà un pied dans l'entreprise. Deuxièmement, je suis considéré comme un salarié et pas comme un stagiaire, on va dire. Et troisièmement, cela m'a permis d'avoir beaucoup plus d'expérience dans ce domaine, car je passe plus de temps à l'entreprise qu'à l'AFPA. Actuellement, je me sens bien dans l'entreprise, car je suis entouré de salariés qualifiés et professionnels, et c'est pour ça que je voudrais continuer l'aventure avec Cegelec en signant un CDI. Voilà, merci. Et du côté de son tuteur? Oui, bonjour Monsieur le Président. Je suis donc le tuteur de Monsieur Taputet dans l'entreprise Cegelec. Cegelec qui a choisi la voie de l'alternance, car il n'y a pas de formation dans le cursus scolaire pour nos métiers. Nos métiers qui sont principalement des métiers de monteur en réseau aérien et souterrain, de l'éclairage public et de la signalisation. Donc il n'y a pas vraiment de débouché autre que l'alternance pour une société comme la nôtre. D'où ma question, je souhaiterais donc savoir si vous allez prendre des mesures pour encourager et favoriser l'alternance dans les métiers du bâtiment. Bon, Xavier et Nadine compléteront parce qu'ils sont plus compétents que moi. Je voudrais essayer malgré tout de répondre à Madame Dussap comme à chacun d'entre vous. Depuis le 1er janvier 2010, toutes les entreprises de plus de 50 salariés n'ont pas le choix. Elles doivent signer un accord sur la place des seniors. Moi, je ne veux pas rajouter des charges aux entreprises. C'est trop facile.
c'est trop convenu, on a besoin des entreprises. Bon. Mais comment pourrais-je expliquer en tant que chef de l'État que les gens doivent travailler 2 ans de plus pour financer nos retraites et en même temps accepter que dans nos entreprises, on se débarrasse des quinquas parce qu'ils coûtent plus cher. Hein, parlons clair quand même. Je n'accuse personne, mais enfin, ne nous mettons, ne nous cachons, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est une réalité. Hein. Par exemple, dans une entreprise, à partir de 50 ans, si vous demandez une formation, vous avez bien du mal à l'obtenir. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un problème de cohérence pour nous. Est-ce que je me fais comprendre là aussi? Bon. Donc, et les entreprises jouent le jeu, Xavier le dira mieux que moi, le bilan est assez positif. Et regardez comme les choses, Madame Dussap, évoluent. Pour venir ici, en préparant cette table ronde, je regardais les chiffres. Le taux d'emploi des 55-59 ans s'est amélioré, tenez-vous bien, de 5 points entre 2007 et 2010. Nous avons enfin rattrapé la moyenne européenne. En 4 ans. Vous vous rendez compte de la réactivité? Alors, vous me dites, il n'y a pas de demande, parce que depuis 30 ans, on est habitué à dire aux gens, à partir de 55 ans, c'est fini, au revoir. Culturellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Par ailleurs, on disait aux gens, vous êtes à la retraite. Non seulement vous n'attendez pas à la retraite, vous partez en pré-retraite, mais on les empêchait, une fois qu'ils sont à la retraite, de prendre un emploi. Le cumul emploi-retraite, je ne vois pas pourquoi, ça gêne qui? Ça crée de la richesse dans notre pays. Donc il y a une habitude. Mais 5 points de plus d'employabilité pour les 55-59 ans, c'est considérable. Par ailleurs, Xavier Bertrand a disposé d'une enveloppe de 1,5 milliard d'euros, dont une partie va servir à financer une formation pour les demandeurs d'emploi seniors. Parce que là aussi, on dit, vous êtes trop vieux. Mais non, on va vous apprendre un nouveau métier. Vous n'êtes pas fichu, on est jeune quand on est quinquas. Avec l'espérance de vie. Non, mais je ne dis pas ça pour moi. J'aurais jamais imaginé, madame, vous étiez quinquas, donc voilà. Bon, mais la moyenne de vie, c'est considérablement allongé. Il faut que dans nos têtes, on arrête avec ces murs que l'on met. Il faut qu'on donne confiance aux gens et pas qu'on leur refuse. Alors, par ailleurs, monsieur Tapoutaï, tout le monde n'est pas construit, n'est pas préparé pour avoir une formation théorique. Tout le monde n'aura pas des enfants qui feront bac plus 18. Et c'est pas d'ailleurs bac plus 18 la garantie du bonheur. Hein. Franchement, non mais j'ai rien contre. D'ailleurs, dans ma situation, on doit avoir rien contre personne. Voilà. Donc les bac plus 22, bon. Et là aussi, il faut regarder les choses en face. Quelqu'un qui est en contrat de qualification, apprentissage, professionnalisation, je l'ai dit, a 70% de chances d'avoir un emploi stable. C'est quasiment 2 fois plus que celui qui se trouve en formation théorique. Donc, c'est pas la peine, vous comprenez, de faire des affiches. Je me souviens, en 1974, à l'époque du président Giscard d'Estaing, il y avait une campagne magnifique. On voyait des apprentis, mais ils étaient beaux. Je ne sais pas où ils les avaient trouvés, mais enfin... Et on disait, faites comme lui. Monsieur Tapoutaï, vous êtes très beau aussi, et on disait, allez-y, mais c'est pas la peine de faire ça. Il suffit simplement de dire aux jeunes, par la voie de l'apprentissage, de la qualification, de la professionnalisation, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir un emploi stable. Ça vaut toutes les campagnes de communication. Alors, notre objectif, Xavier, encore une fois, va en parler, c'est de passer de 600 000 à 800 000 jeunes. Hein, dans un premier temps, après on veut largement dépasser le million. Bon, la différence d'emploi des jeunes entre l'Allemagne et nous, c'est uniquement la différence des apprentis. C'est uniquement cela. Bon, donc, moi je dis aux jeunes, l'avenir pour vous, c'est ça.
Et c'est pour cela qu'il y a un lien, Madame Dussopt, entre les jeunes en entreprise et Monsieur Grassi et les tuteurs. Parce que le jeune en entreprise, vous le mettez en entreprise et puis il n'y a pas quelqu'un derrière pour lui apprendre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Donc, il y a une logique entre le maintien le plus longtemps possible dans l'emploi des quinquas et l'entrée le plus tôt possible des jeunes dans l'entreprise, parce que c'est les quinquas qui vont progressivement préparer leur retraite en transmettant le savoir accumulé, hein, Monsieur Grassi, dans une vue de travail, parce que ce que vous savez, Monsieur Grassi, c'est pas dans une école qu'on apprendra. Non, je l'ai appris par des anciens seniors et je retransmets de la même façon maintenant. Voilà, c'est le passage de témoins, c'est la solidarité entre les uns et les autres. Donc on a besoin des seniors dans l'entreprise. Je précise par ailleurs que dans les entreprises de moins de 250 salariés, il y aura un dispositif de 0 charge sociale pour toute embauche supplémentaire d'un jeune en contrat d'alternance à partir du 1er mars. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose qui est très simple. L'avenir des jeunes, c'est pas que tous aillent dans l'administration. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires, j'ai beaucoup de respect pour l'administration. Ce sont des vrais métiers, il y a beaucoup de compétences. Mais l'avenir des jeunes, hein, on doit moins dépenser, nous, l'État. On doit réduire le train de vie de l'État. L'avenir des jeunes, c'est d'aller dans l'entreprise, d'apprendre un métier, de faire vivre leur famille du fruit de leur travail et de comprendre les valeurs essentielles de la vie comme cela. C'est ça l'avenir. C'est pas d'aller avoir un emploi au rabais pour ouvrir la porte de l'ascenseur dans une administration parce qu'on ne sait pas quoi vous proposer. Et on en manque dans les entreprises. Et en entreprise, on en manque. On a 500 000 offres d'emploi non satisfaites. C'est clair. Donc, vous voyez la logique. Donc, on va garder les quinquas, on va s'appuyer sur vous. Et chaque quinquas qui voudra progressivement, comme vous dites, c'est déposter, je crois, l'expression, prendra une partie de son temps pour transmettre un jeune. Et puis, c'est valorisant pour le quinquas, Monsieur Grassi, parce que tout d'un coup, il dit, tiens, le savoir que j'ai accumulé, d'abord, il est reconnu, il est considéré, puis je vais le donner. Oui, tout à fait. Moi, les tuteurs que je vois, j'ai presque comme une nouvelle jeunesse pendant. Ah oui, bah oui. Vous voyez, parce que tout d'un coup, dans le regard du jeune, hein, Laurent Hénard, dans le regard du jeune, on se sent. On est fiers. Bah, un peu, quoi. On est fiers. On est fiers parce que le déjà jeune, mais si le président de la République lui confirme. Non, mais. Non, moi, j'ai. Hein, non, mais c'est extrêmement important, ça valorise tout le monde. Et vous voyez, je préfère cette politique plutôt qu'une politique qui consiste à faire du partage du temps de travail, à mettre à la retraite des gens qui ont envie de continuer à travailler, qui vont s'ennuyer, à repousser le moment de la confrontation avec le monde du travail à des jeunes qui vont perdre leur temps, qui vont d'ailleurs se démobiliser. On inverse complètement les choses autour d'une seule et même valeur, le travail. Le travail rémunéré, le travail récompensé, le travail respecté. Le travail. Voilà. Alors, il y a certains de nos compatriotes, et j'en terminerai par là, qui ne peuvent pas travailler. Alors, à ce moment-là, il faut qu'on prévoie des dispositifs, parce que tout le monde ne peut pas aller dans l'entreprise. Il y a des gens qui ont été malades, il y a des gens qui ont été exclus de l'emploi pendant trop longtemps. Ceux-là, on a des contrats aidés. C'est tout à fait autre chose. Mais je conteste la politique qui était mise en œuvre pendant tant d'années, où c'est des jeunes à Bac+5 qui se trouvaient avec des contrats aidés pour des petits boulots qui ne correspondaient en rien avec leur formation. On gâche l'argent du contribuable et on gâche la vie de ces jeunes-là. Hein? Xavier. Madame, vous avez évoqué la question, vous avez dit, il n'y a pas beaucoup d'appétence pour les mesures qu'on met sur la table. C'est bien ça? Mais il faut aussi que les comportements changent. Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui ne croient pas encore qu'on compte vraiment sur eux, qu'on les respecte, même quand ils approchent de l'âge de la retraite. Il y a tellement d'années pendant lesquelles on vieillissait, on ne proposait plus aucune formation. Et ils avaient le sentiment qu'on attendait le moment où on allait se séparer d'eux. Et donc, le changement qui se fait, il faut qu'on le fasse comprendre par chacun. Et si on a souhaité la voie d'un accord dans l'entreprise, alors qu'on aurait très bien pu dire « débrouillez-vous toute seule, imposez-le ». C'est pas seulement pour respecter les formes, c'est parce que si les partenaires sociaux
discutent de cela avec vous, s'ils signent avec vous, ce sont aussi eux qui vont l'expliquer et permettre de jouer le jeu. Parce que pendant des années, ça arrangeait tout le monde quand même. Les pré-retraites maison qui coûtaient les yeux de la tête, qui sortaient du monde du travail salarié, ça arrangeait aussi les entrepreneurs, ça arrangeait l'État, le président l'a dit. Et puis, on ne peut pas reprocher, dans cette région qui ressemble beaucoup à la mienne, la Picardie, qui a été frappée par les crises, vous ne pouvez pas empêcher les gens de se dire on est à l'abri du chômage quand on est en pré-retraite. C'est toutes ces habitudes-là qu'il faut changer et transformer. On a mis en place une pénalité d'1% de la masse salariale. Monsieur le Président, vous me permettrez, cet argent-là, je m'en moque. Cet argent-là, je ne compte pas dessus. C'est tout simplement pour dire discuter, négocier. Et d'ailleurs, il n'y a que 250 entreprises qui ont préféré payer la pénalité. Moi, je souhaiterais qu'il n'y en ait aucune. Aucune. Ça fonctionne. Tout simplement pour montrer que ce qui nous intéresse, c'est qu'on trouve la façon, justement, de rester dans l'entreprise et de proposer la formation. Et il y a un point, Monsieur le Président, qu'évoquait Madame, moi je trouve très intéressant, qui est en train de trouver son chemin et qu'on doit encourager. Je pense que pour garder en activité longtemps, dans certains métiers pénibles, il faut proposer de déposter. On l'a vu dans l'entreprise tout à l'heure, c'est le temps partiel. C'est de dire, mon métier me plaît, mais tous les jours, toutes ces heures, je ne peux pas faire de la même façon, parce qu'on ne fait pas le même métier de la même façon à 58 ans et à 28 ans. Et vous dites 90% payé à temps complet, là, il y a une voie pour la discussion et pour la négociation. J'en suis intimement persuadé, et c'est aussi une réponse face à la pénibilité, parce que je vois dans de nombreuses entreprises, comme on l'a vu tout à l'heure, le senior qui est tuteur, il a la fierté, parce qu'il sait en plus qu'il transmet quelque chose dans l'entreprise. Et ça, cette fierté-là, il n'y a pas grand-chose qui peut lui donner à part le travail. Mais cette idée du temps partiel, payer un peu plus, je trouve que c'est une excellente idée. Alors, pour juste répondre, effectivement, c'est la mesure qui a le plus de succès chez nous. La valorisation en qualité de tuteur, certes, elle existe. Par contre, suivre une formation pour devenir tuteur, parce qu'il y en a qui possèdent un savoir-faire avéré, par contre, pas forcément la pédagogie pour transmettre ce savoir, et c'est ce vers quoi on voudrait amener les salariés à s'inscrire, à suivre des formations. Effectivement, là, il y a un gros travail, plus sur la culture de l'entreprise et sur les salariés, pour les faire comprendre que tout ne s'improvise pas et qu'il y a des outils pédagogiques à mettre en œuvre qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de les acquérir. Et c'est là où je suis un peu plus gênée pour les forcer, enfin pas les forcer, parce que je n'en ai pas le droit ni la volonté, mais les amener à comprendre qu'ils devraient accéder à ces formations pour pouvoir honorablement transmettre leur savoir pour les salariés qui succéderont à leur poste quand ils seront partis. Alors une idée, Madame. Monsieur le Président, on n'en a pas encore forcément parlé, mais on y réfléchit avec Nadine. C'est que celui qui est tuteur, il faudrait lui donner un plus. Vous donnez un peu de salaire en plus, d'accord. Et pourquoi on ne leur donnerait pas un plus en matière de VAE, de validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire celui qui est tuteur, il en donne plus et il en a plus qu'un autre salarié. Pourquoi on ne lui donnerait pas ça en plus? Et c'est l'une des idées qu'on pourrait mettre dans la proposition de loi qui va être discutée pour le valoriser, le tuteur. c'est un axe. Sur ce qu'a dit M. Tapoutaï et M. Grassi, évidemment, notre objectif, c'est vraiment de développer l'alternance, parce qu'on voit à travers votre parcours et l'appétence que vous avez trouvée à travers votre formation, et l'envie d'ailleurs de rester chez CGLEC, à quel point l'alternance, à la fois est formateur et promesse d'avenir dans l'entreprise. Alors il faut savoir que, Monsieur le Président, vous nous aviez demandé d'aller vite avec Xavier, après votre discours du 1er mars, sur la possibilité d'aide pour les entreprises de disposer du zéro charge apprenti, contrat de professionnalisation dans les entreprises de moins de 250 salariés. C'est une incitation importante. Ce décret est paru ce matin au journal officiel et la mesure est rétroactive au 1er mars, c'est important de le dire à toutes les entreprises. Par ailleurs, parce que là aussi, nous sommes sur un débat sur l'emploi des seniors, qu'il faut aider, le contrat de professionnalisation pour les plus de 45 ans, qui seront également aidés à travers une prime de 2 000 €. Là aussi, le décret est sorti ce matin et rétroactif au 1er mars. Donc c'est important. Je dirais que dans la politique que nous menons sous l'autorité du Président de la République, le développement de l'alternance passe par l'incitation aux entreprises d'une part, par l'aide aux entreprises, mais également aussi par les moyens que nous allons y mettre en développant notre outil de formation. 500 millions d'euros du grand emprunt seront consacrés à la modernisation de notre outil de formation, des CFA innovants et en même temps des places d'hébergement pour les jeunes, puisque nous avons besoin de 15 000 places supplémentaires d'hébergement pour former nos jeunes et leur permettre d'aller dans ces formations. C'est important de le dire. Enfin, dernier point, c'est qu'au-delà de cet outil de formation, nous contractualisons avec les régions et nous avons engagé avec Xavier un premier tour de France des régions, parce que nos contrats d'objectifs et de moyens doivent être signés avant cet été, d'ici les dates butoirs 14 juillet. Et là aussi, l'État y mettra
1,7 milliard d'euros sur les 4 années qui vont venir. Donc c'est une mobilisation massive de l'État pour arriver, à travers nos mesures consacrées à l'alternance, à amener le plus de jeunes possible sur le marché de l'emploi. Et nous savons qu'à la fois formation théorique et formation pratique est d'un meilleur vecteur pour entrer dans l'entreprise et sur le marché économique. Merci. Alors vous avez abordé au cours de vos interventions à quelques moments le mot de pénibilité par rapport au travail. Et je vous propose maintenant d'aborder ce sujet avec Madame Angélique Alberti, qui a 33 ans, qui est inspectrice du travail au sein de la Directe de Meurthe-et-Moselle et qui est au contact quotidien des entreprises pour évaluer et contrôler justement l'ensemble de cette législation. Et son témoignage apporte un éclairage pertinent sur à la fois la pénibilité, certes physique, mais aussi souvent psychologique, que vivent les salariés et les dirigeants de PME-PMI dans ce contexte de compétition un peu exacerbé. Bonjour Monsieur le Président. Donc ma fonction de contrôle, elle me fait rencontrer de nombreux salariés et dirigeants d'entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Mes constats quant aux difficultés rencontrées par les salariés les plus âgés dans les entreprises, c'est ce lié à l'intensification du travail, et notamment à la fixation des objectifs ou quotas globalisés et uniformes, alors qu'ici, certes, ils sont nécessaires à la survie des entreprises, ils prennent rarement en compte l'usure physique de la main-d'œuvre. C'est aussi la progression des horaires atypiques de nuit ou postés, inadéquats avec les difficultés liées à l'âge. Et on constate une augmentation des efforts physiques répétés, des charges de travail, qui ne sont pas sans lien avec la progression des maladies professionnelles. Globalement, on observe une faible prise en compte par rapport au monde économique et à ces organisations qui avancent vite, du stress et de ce qu'on appelle de manière plus globale les risques psychosociaux, souvent généralisés d'ailleurs dans les entreprises du sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire de l'employeur à la base aux ouvriers sur les chaînes de production. Par ailleurs, on constate quand même de manière assez générale dans les entreprises sur lesquelles on intervient un manque de repères par rapport à la notion même de salarié âgé, puisque certaines entreprises considèrent, vous l'avez dit, que les salariés peuvent être âgés à partir de 45 ans, ce qui interpelle. Donc face à ces constats, les critères de reconnaissance de la pénibilité, qui sont notamment le taux de 10 à 20% d'incapacité permanente, ils peuvent apparaître au quotidien comme difficiles à mettre en œuvre. Et on constate également que les dispositions prises, elles sont essentiellement curatives, sans obligation particulière visant à l'amélioration et à la prévention des risques sur le long terme, pourtant nécessaires à l'allongement de la durée d'activité de tous au quotidien. Donc la question induite, Monsieur le Président, est donc de connaître vos intentions quant à, d'une part, les mesures envisagées pour favoriser la diminution des expositions aux risques qui favorisent la pénibilité, et d'autre part, les moyens déployés pour en garantir le respect. Non. Parce que M. Maujean, je crois, alors, sa pénibilité aussi, pour qu'il y ait un ensemble. Monsieur Maujean, vous pourriez témoigner, effectivement, puisque on est là sur un départ en retraite pour pénibilité. M. Maujean a 59 ans et depuis 70, depuis les années 70, il travaille au sein de l'entreprise Minic SAS, dans une entreprise d'électricité. Il a passé effectivement la plus grande partie de sa carrière sur les chantiers. Aujourd'hui, il a une incapacité professionnelle 10%, et il travaille à 80% non plus sur les chantiers extérieurs, mais à l'intérieur de l'entreprise en atelier. Il relève du dispositif carrière longue et il devrait prendre sa retraite au 1er janvier 2012 et il va nous faire part de son témoignage. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous remercie de m'avoir convié à votre table ronde afin de m'exprimer sur la pénibilité au travail. Durant ces 41 ans d'expérience, malgré un travail enrichissant mentalement, il n'en reste pas moins physique. En effet, en 41 ans, j'ai dû tirer environ 1600 km de câbles, soit environ 320 tonnes dans des vides sanitaires, des faux plafonds ou des toits en été. Et j'ai dû raccorder et poser environ 46 000 appareillages électriques à une hauteur pouvant aller de 30 cm à 12 mètres du sol. Même si on aime son travail, le corps ne peut pas toujours suivre à l'instar d'un sportif professionnel. C'est pourquoi, en 2004, les problèmes dorsaux sont apparus, m'obligeant à déclarer une incapacité au travail de 10%. Cette incapacité m'a beaucoup affecté, car il n'est pas agréable de se sentir senior et usé, et en plus de devoir le montrer à mes collègues et à mon employeur. Néanmoins, je tiens à remercier la République française pour avoir mis en place un système de compensation financière pour pallier à mon incapacité, et je remercie surtout mon employeur pour avoir adapté mon emploi et de m'avoir conservé malgré la crise économique. Je vous remercie de votre attention. Voilà, nous sommes au cœur d'un des grands problèmes sociaux et économiques
des années qui viennent. Comment dire les choses? On est tous différents. Mais l'égalité, ce n'est pas l'égalitarisme. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Tous dans nos vies, on aura des carrières extrêmement diverses. Dans le cadre d'une loi nationale, il faut qu'on puisse prendre en compte les souffrances adaptées aux spécificités de la carrière de chacun. La France avait l'habitude de raisonner global. Et il faut individualiser les réponses aux problèmes. L'égalité, ce n'est pas donner la même chose à chacun, c'est donner à chacun selon son handicap. L'unité de la France, je le dis ici, dans cette région, dans cette ville, dans ce territoire qu'André connaît si bien, ce n'est pas l'uniformité. Il y a des spécificités ici, ou dans la région de Xavier, qu'il n'y a pas ou qui sont différentes dans la région parisienne. Donc, Monsieur Mojan, je dis ça pourquoi? Parce que la prévention des risques professionnels, c'est une obligation qui s'impose aux employeurs. Nous avons prévu, Madame Alberti, que une pénalité pouvant aller jusqu'à 1% du total des rémunérations sera appliquée à des entreprises qui n'auraient pas conclu un plan d'action de prévention de la pénibilité. Donc on prend cette affaire très au sérieux à partir de 2012 parce qu'on les laisse négocier. Autant moi je crois que le travail est une émancipation, autant je pense qu'il est juste de tenir compte des risques professionnels et de la pénibilité. Le problème, il vient, donc qu'est-ce que la pénibilité? Alors là, vous comprenez, les enfants ne sont plus ce qu'ils étaient, c'est très pénible d'avoir les enfants d'aujourd'hui. C'est vrai. Je travaille devant un écran, ça m'use les yeux, c'est vrai. Vous avez vu mon travail, Monsieur le Président? Il est tellement stressant, et le mien. C'est de la pénibilité. Bon, donc Monsieur Mojan, autant, je le dis à Madame Alberti, je considère que c'est une priorité que la qualité de vie au travail. Autant je crois au travail, mais je crois à la qualité de vie au travail. Et donc à la prise en compte de la pénibilité. Autant il faut aussi qu'on soit raisonnable, nous les Français, et qu'on ne fasse pas avec la pénibilité ce qu'on a fait avec la solidarité, c'est-à-dire que 65 millions de Français estiment qu'ils ont le droit tout de suite à la solidarité. 21 millions de salariés expliquent qu'ils ont droit à la pénibilité. Pardon de dire ça comme ça, hein, Madame Alberti, mais je pense que c'est tellement important qu'il faut avoir le courage de dire à certains « Non, vous n'êtes pas en situation de pénibilité telle que ça vous permet de vous exonérer des règles des autres. » Est-ce que vous me comprenez? C'est justement parce que nous voulons tenir compte des vraies situations de pénibilité, hein, ce qu'a dit M. Mojan sur le nombre de tonnes de câbles qu'il a tiré, ou les gens qui travaillent sur un toit, ou les gens qui travaillent en plein hiver dehors. Il y a des critères objectifs. Alors, je l'ai dit pour l'entreprise que nous avons fait avec, d'ici 2012, plan de pénibilité dans toutes les entreprises ou pénalité. Mais dans la réforme des retraites, je voudrais quand même dire que nous sommes le premier pays d'Europe qui s'est doté d'un critère de pénibilité double. Tous ceux d'entre vous qui sont partis à la retraite, qui ont commencé à travailler, avant 18 ans, pourront continuer à partir à la retraite à 60 ans s'ils ont leur année de cotisation. C'est normal, si on a commencé avant 18 ans. Hein? Donc on a fait une avancée sociale considérable. C'était avant 17 ans. Là, on le met avant 18 ans. Tous les travailleurs qui ont commencé avant 18 ans, s'ils ont leurs années de cotisation, ils partiront à 60 ans, et non pas à 62 ans, avec leur retraite à taux plein. Parce que c'est un critère de pénibilité quand même d'avoir commencé à travailler à 16 ans ou à 17 ans. Deuxième chose, tous les salariés qui ont une incapacité permanente d'au moins 20%, reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail,
pourront partir à la retraite à 60 ans. Et entre 10 et 20%, Monsieur Maujean, vous avez été exposé à des facteurs de pénibilité pendant, on a fixé la règle pendant au moins 17 ans. C'est ça, oui. C'est 40. Vous pouvez partir à la retraite sans aucune pénalité pour tenir compte de la pénibilité de votre métier. Donc, alors, ce que nous avons refusé avec Xavier, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il vaut mieux dire la vérité aux Français. Il ne faut pas biaiser, il ne faut pas mentir. Ce que nous avons refusé, c'est de considérer qu'un travail a priori est pénible, vous voyez, M. Pélissier, et que le travail, quel qu'il soit, justifie un départ en pré-retraite. Non, nous individualisons la réponse en disant, voilà, il y a des médecins professionnels qui prévoient des incapacités professionnelles. Si vous êtes à 20%, même entre 10 et 20%, vous pourrez partir à la retraite avant. C'est pas un détail ce que je dis, parce qu'il y a 700 000 personnes qui partent chaque année à la retraite. 700 000. Et bien sur 700 000, il y en a 160 000 qui continueront à pouvoir partir à la retraite à 60 ans au titre des carrières longues ou au titre de la pénibilité. Et, mesdames et messieurs, nous sommes le seul pays d'Europe à nous être doté d'un critère de pénibilité. Alors c'est vrai qu'avec les partenaires sociaux, on ne s'est pas mis d'accord parce que certains voulaient plus, d'autres me disaient il faut des catégories. Vous prenez ces métiers, vous les dites et vous décrivez que c'est des métiers pénibles. Mais je dis mais avec ça on ne va pas s'en sortir, parce que commencer la liste des métiers pénibles, tous ceux qui ne seront pas notés en métiers pénibles vont venir frapper à notre porte et à l'arrivée on aura 100% de métiers pénibles. Je veux dire qu'on ne pouvait pas aller plus loin, André, dans la discussion. On me dit qu'il faut faire du dialogue social. Bien sûr, mais le dialogue social, c'est la discussion. C'est pas céder avant même d'avoir commencé. Bon. Alors, je suis persuadé d'ailleurs que le système mis en place par Xavier aura vocation à évoluer dans les années qui viennent. Mais, et je termine par là, c'est très important pour la démocratie économique française qu'on ne raisonne plus simplement en quantité, mais en qualité. Voilà. Et c'est pour cela que le thème de la pénibilité, c'est un thème qui nous intéresse et que nous avons inscrit comme une priorité de la politique sociale du gouvernement. Donc, Monsieur Maujean, clairement, vous êtes pris en charge dans ce cadre et toute personne qui se trouverait dans votre situation serait également pris en charge. Très bien. Alors, nous allons poursuivre sur un dernier témoignage concernant le cumul emploi-retraite, puisque vous l'avez souligné à plusieurs reprises, Monsieur le Président, cette partie de la vie, effectivement, est essentielle, encore plus aux PME-PMI que nous représentons, puisque c'est bien grâce à cette catégorie d'âge qu'on peut envisager d'embaucher des jeunes et de maintenir la pérennité de nos entreprises. Je rappelle simplement que sur un territoire comme la Meurthe-et-Moselle, nous avons 180 entreprises qui dépassent 100 salariés, 1800 entre 10 et 100 salariés et 18 000 en dessous de 10 salariés. Donc on voit bien que lorsqu'un de nos collaborateurs part en retraite, c'est une partie importante de nos compétences qui s'en va. Et si ce passage de témoin ne s'est pas réalisé, c'est grave. Alors Luc Matz, il a 59 ans, il est apprenti depuis 1966, il est à son compte depuis 1974 comme artisan tapissier décorateur dans son entreprise au bonheur du jour. Et depuis un an, il cumule le statut d'artisan et retraité, et il nous apporte son témoignage sur la pertinence de cette mesure. Bien, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, bonjour et bienvenue en Lorraine. Je vais essayer d'être clair, parce qu'il est plus facile de tapisser un fauteuil dans mon atelier que de parler devant un auditoire aussi important et prestigieux. Je suis artisan tapissier décorateur depuis donc 37 ans, et il m'aurait été difficile de m'arrêter du jour au lendemain. Le cumul emploi-retraite m'a donné le temps de replacer mon salarié dans une autre entreprise. Âgé de 50 ans, il n'était pas évident pour lui de retrouver de l'embauche, à part dans l'entreprise artisanale où la valeur prime sur l'âge et la rentabilité. Il était impossible pour moi de licencier ce compagnon depuis plus de 17 ans, car malheureusement, il ne voulait pas reprendre mon commerce. Ce dispositif me donne aussi du temps pour céder mon affaire et de voir mes échéances mensuelles
avec plus de tranquillité. Je ne vois donc que des bienfaits dans cette loi, excepté un petit détail. Lors du départ anticipé, longue carrière, avant l'âge de 60 ans, je suis obligé de plafonner mes bénéfices au demi-plafond de la sécurité sociale, sous contrainte de devoir interrompre le versement de ma retraite. Cela ne force-t-il pas le nouveau retraité à freiner son activité, enfin l'activité de son entreprise, et ainsi voir son fonds perdre une certaine valeur commerciale? Ne pourrait-on pas faire sauter ce plafonnement? Monsieur Matz, est-ce que c'est indiscret de vous demander à quel âge vous êtes parti? Je suis parti, donc à 58 ans, il y a un an. OK. Et vous êtes de 52. 52, voilà. Alors, le problème, on va essayer de le régler avec Xavier. Le problème est le suivant. Nous avons supprimé, depuis le 1er janvier 2009, toute contrainte sur le cumul emploi-retraite. Mais, comme M. Mas est parti à la retraite à 58 ans pour la génération de 52, si mon calcul est exact, l'âge de départ à la retraite, c'est 60 ans et 8 mois. Donc, il faut attendre 60 ans et 8 mois pour que vous ayez un revenu cumulé qui ne soit pas plafonné. Pardon, ça a l'air totalement ésotérique ce que je suis en train de dire, mais allez, je vais reprendre mieux que ça, pardon. Nous avons autorisé le cumul emploi-retraite. Mais pour cela, il faut qu'on soit à l'âge légal de la retraite. Parce que si on anticipe le cumul emploi-retraite, merci Laurent de m'aider, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est plus un cumul emploi-retraite, c'est un cumul emploi-pré-retraite. Voilà, si je me fais bien comprendre. Voilà, c'est ça, monsieur. Hein, monsieur Mars, il n'y a pas de reproche du tout. Hein. Simplement, je vous explique. Alors, monsieur, j'ai parlé tout à l'heure d'un départ à la retraite à 62 ans, mais départ à la retraite à 62 ans, c'est pour 2018. Et entre l'année où on a fait la réforme des retraites et 2018, chacun d'entre nous partira à la retraite en fonction de son année. Bon, monsieur Mas est de 52, donc c'est 60 ans et 8 mois. À 60 ans et 8 mois, il pourra cumuler sans plafonnement emploi et retraite. Bon. Mais l'idée vient de quoi? Pourquoi on a fait ça en 2009? Parce que j'ai toujours été absolument stupéfait qu'on ne puisse pas. On a travaillé toute sa vie, on va à la retraite. Bon. Mais il y a certaines personnes à la retraite qui sont encore jeunes, pleines d'activités, qui aimeraient faire un autre travail, qui peuvent avoir une vie de famille avec des enfants jeunes, il faut payer les études, qui ont refait leur vie, enfin peu importe, et qui ont besoin d'un revenu. Pourquoi les empêcher de travailler? Au nom de quoi? Eh bien, regardez, ça marche. À la fin de l'année dernière, il y a 280 000 personnes qui ont fait le choix de M. Mas. 280 000. Et tenez-vous bien, le nombre des personnes qui ont recours au cumul emploi-retraite a augmenté de 14% en 2010 par rapport à 2009. Donc on a commencé en 2009. En 2010, il y a 14% de Français qui cumulent emploi-retraite, près de 300 000 personnes, alors que le dispositif est très méconnu. Ça augmente. Sachez enfin que nous avons prévu chaque année de cotisation dans le cumul emploi-retraite vaut 5% d'augmentation pour la retraite. C'est-à-dire quelqu'un qui va travailler plus longtemps va gagner plus. Et enfin, nous avons supprimé la remise à retraite d'office des salariés à 65 ans, parce qu'alors là, c'était le comble. On se trouvait dans une situation où des entreprises voulaient garder des salariés, où des salariés voulaient y rester, mais la loi faisait obligation de partir. Non, mais on aurait voulu, mes chers compatriotes, décourager les Français de travailler, on ne s'y serait pas pris autrement. Donc, je voudrais vous remercier pour votre attention, votre patience, mais j'espère que vous avez compris que pour nous, c'est le travail dont il s'agit, c'est la croissance. Qu'est-ce que vous attendez de nous et de moi? Des résultats. Et je voudrais tellement que vous soyez convaincus que la France a
tous les atouts pour réussir. On est une des économies les plus fortes du monde. On a des salariés parmi les mieux formés au monde. On a des entreprises avec des capacités d'investissement fantastiques. Si on libère, comme nous sommes en train de le faire, les capacités de travail et d'intelligence, notre pays va réussir. Et on tournera le dos définitivement à la crise. C'est pas nous, c'est vous qui réussissez ça. Pour peu qu'on vous fasse confiance et qu'on vous laisse travailler, étudier, entreprendre, plutôt que de décourager, de se méfier et de suspecter. Voilà, je crois à la nécessité des contrôles, mais je crois à la libération des initiatives. Je remercie le maire de Nancy de m'avoir accueilli une nouvelle fois sur ce territoire, les élus d'être présents et chacun d'entre vous d'avoir accepté qu'on parle de choses tellement sérieuses, mais en même temps qui concernent tellement votre vie quotidienne et qui sont majeures pour votre avenir et pour celui de vos enfants. Je vous remercie.